je me suis procuré une base de données de personnes qui ont été testées de manière rigoureuse par des psys. J'ai eu accès à ces données-là et j'ai pu les analyser. Alors, énormément de précautions parce qu'on est sur une population qui a été suivie par des psys, qui a rempli le questionnaire. C'est pas forcément vous et moi. C'est pas représentatif forcément de la population HQI. Mais ça donne un éclairage que j'ai trouvé intéressant. Je vais aller très vite, mais vous aurez le support, donc vous pourrez prendre tout le temps de voir cette étude-là. J'ai retenu 443 personnes qui ont un QI entre 120 et 160. Avec une grande proportion de femmes. Alors, je n'ai pas d'explication à ça. Pour l'instant, je suis que dans la présentation des faits. C'est que, est-ce que les femmes vont plus souvent chez le psy? Ça peut être une hypothèse. A priori, c'est vrai. Est-ce que les femmes sont plus sérieuses que les hommes? C'est que les hommes s'en foutent de remplir un questionnaire et les femmes sont plus sérieuses que nous pour le faire? Je veux bien le croire aussi. En tout cas, tel que je connais les hommes, je veux bien le croire. Est-ce qu'il y a un problème à être et femme et HQI? Bonjour chérie, voilà, j'ai passé un test, je suis très intelligente, beaucoup plus que toi. Ah, tout le monde ne peut pas forcément l'accepter, en tout cas la société actuelle. Je n'ai pas d'explication, ça mériterait d'être creusé. Ce qui est sûr, c'est que quand j'en ai échangé avec les psys qui m'ont donné les données, elles m'ont dit « Oh, mais ça, c'est une question de génération. Les vieilles générations, ça leur posait problème, les jeunes, ça leur en pose beaucoup moins. » Alors, je vous ai mis ici la répartition par tranche d'âge. J'ai pris des tranches de 10 ans. Et vous voyez que le pourcentage de femmes ne bouge pas. En tout cas, j'ai démontré que ça n'avait rien à voir. Donc, ce n'est pas une question de génération, de jeunes femmes ou de vieilles femmes ou de ce qu'on veut. Il y a un truc, je n'ai pas encore l'explication, parce que j'ai un recrutement qui est biaisé. J'ai une population de départ qui n'est pas une population monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a un truc, c'est pas normal qu'on ait 3/4 de femmes. Mais dans le vivier d'origine, on sait le pourcentage d'hommes et de femmes? Je ne l'ai pas eu. Ah bah, c'est évident ça. Oui. C'est-à-dire que moi, on m'a donné une base en me disant « Oh, tiens, on ne sait pas l'analyser, fais parler les chiffres. » Ouais, mais là, il y a plein de questions qui ne vont pas, qui ne sont pas bien posées. Il y a des dénombrements, il y a des choses qui... Ouais, mais on n'a que ça. Bon, bah, ok, je fais avec ça. Mais déjà, vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Autre phénomène intéressant, hein, le QI moyen, c'est le même. On a un petit écart sur l'écart type, la médiane c'est la même, le mode légèrement différent, mais il n'y a pas vraiment de variation sur le sexe. D'ailleurs, il suffit de regarder les deux courbes de distribution, on voit qu'on est vraiment similaires. L'écart qui est ici n'est pas vraiment significatif, ça aussi j'ai pu le mesurer et le démontrer. Sur la pyramide des âges, pareil, on a une belle gaussienne, une belle courbe en cloche. On a vraiment un truc comme ça, avec quand même un petit truc qui m'a intrigué, mais je ne sais pas si ça a du sens. C'est-à-dire que pour l'instant, vous voyez, j'observe, je n'ai pas de réponse à mes observations, d'accord? Ni d'hypothèse. J'ai des idées, mais pas encore d'hypothèse. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait des petits pics ici à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et je me dis, c'est peut-être pas un hasard, et puis on en a un autre là en milieu de vie, c'est peut-être pas un hasard qu'on ait comme ça, quand on change de dizaine d'années, qu'on soit en phase d'introspection, de questionnement, de réflexion. C'est peut-être pas un hasard, ces petits pics là que je retrouve là, je sais pas. En tout cas, je les observe. Alors voilà, par exemple, bon, un beau nuage de points. Hein. L'âge, le QI, j'ai une corrélation de 0,007, donc 0. Ce qui veut dire que le QI n'est pas corrélé à l'âge. Alors, à ça, plusieurs explications. D'abord, il faut savoir que le WAIS fait une petite correction par rapport à l'âge. Mais tout le monde n'a pas été testé par le WAIS. Il y en a qui ont été évalués par d'autres méthodes qui, elles, ne corrigent pas par rapport à l'âge. Et moi, quand je vois un coefficient comme ça et quand je vois un nuage de points comme ça, c'est vraiment le nuage. Hein. Je n'ai pas une droite ni même une droite tordue. J'en conclus simplement que le QI n'a rien à voir avec l'âge. Donc quand j'entends dans les médias « Ouais, vous vous rendez compte, il a 10 ans, il a déjà un QI de 140 », et ouais, ben, quand il aura 60 ans, il aura encore vraisemblablement un QI de 140.
où est le scoop. Enfin, le scoop, il est pour le journaliste, mais l'info n'est pas bonne, quoi. Sur la situation matrimoniale, ça mérite d'être creusé. Grosso modo, on a moitié célibataire, moitié vie maritale, mariée, vie de couple. Et vraiment 222, 221. Hein. Et le même QI moyen. Sur le nombre d'enfants, alors on est proche des résultats nationaux. Hein. Sur le nombre d'enfants, il y a des comportements qui sont, je trouve, amusants. C'est que je me suis intéressé à croiser le nombre d'enfants avec le statut, c'est-à-dire homme ou femme, marié ou célibataire. C'est ce tableau-là que je trouve amusant. Et à regarder les valeurs un petit peu extrêmes. Alors on a des gens qui ont en moyenne un QI très élevé, sont des femmes, et les femmes avec un QI très élevé font beaucoup d'enfants. Les hommes en couple avec un QI très élevé, soit ils n'en font pas du tout, soit ils en font beaucoup. Et ce que j'ai trouvé amusant, c'est que selon les statuts homme ou femme, marié ou pas marié, enfin marié ou vie maritale, on était souvent soit vers pas d'enfants du tout ou beaucoup d'enfants. Alors que la population, elle est plutôt sur le centre, la population normale, elle est plutôt dans le centre à dire j'ai 1, 2, voire 3 enfants. Nous, non, nous c'est 0 ou 4. Enfin, j'ai trouvé ça amusant en tout cas. Ah oui, l'âge du test, pardon, il faut que je déplace cette diapo. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a fait faire un test aux enfants? Eh bien, un des critères importants, ça a été pour faire un saut de classe. C'est qu'on s'est rendu compte d'un gamin qui avait un potentiel qui lui permettait de sauter de classe. Et là, on voit bien qu'avec un QI moyen élevé par rapport aux autres surdoués d'ailleurs, on voit bien que les enfants les plus intelligents sont maintenant détectés. En tout cas, il y a 60 d'entre eux sur l'étude, sur la population, donc 13,5%, qui ont été détectés de cette manière-là. Donc, ça marche plutôt pas mal. Par contre, chez l'adulte, le critère majeur qui revient, qui fait que l'adulte s'est fait tester, c'est la curiosité. C'est de dire à un moment donné, tiens, j'avais l'intuition et j'ai testé ça et finalement c'était bien le truc. Je trouve ça assez dramatique, hein, c'est que de découvrir qu'une majorité de personnes, là c'est 62% quand même, hein, une majorité de personnes se découvrent intelligents par intuition ou par comme ça, enfin par des... Ça m'interroge en tout cas. La réaction devant le test est intéressante, c'est que 70% des gens sont soulagés de se découvrir ou de se voir confirmer HQI. Et la moitié d'entre eux, une grosse moitié même, a été également déstabilisée. C'est-à-dire on est à la fois soulagé et perturbé. Par contre, 10% sont déçus. Mais vous regarderez que ces 10% de déçus sont ceux qui ont les QI les plus bas. Enfin les plus bas, tout en étant HQI. Hein. Mais en moyenne, ils sont 6 points et demi en dessous des autres. C'est-à-dire peut-être que ce sont des gens qui s'attendaient à avoir un QI encore plus élevé. La déception est peut-être là. Je n'ai pas les éléments importants. Mais en tout cas, on a ce phénomène-là de soulagement, déstabilisation, que je trouve intéressant. Et on va le revoir sur ce graphique, c'est que je me suis amusé à recalculer la perception après le test. Donc, vous voyez que juste après le test, donc moins de 2 ans après le test, voire même de 2 à 5 ans, le sentiment il est très positif. Puis après, on commence à se rendre compte des côtés négatifs, et le sentiment positif tombe. Le négatif, c'est l'inverse, c'est qu'au début, c'est pas négatif d'être intelligent. Et puis après, à partir de 4 ans à peu près, on commence à se dire « Oh ouais, mais mince, hop », et là, ça monte. Et finalement, ce qui est le plus drôle, c'est que c'est celui qui l'emporte à terme, c'est-à-dire avec le recul, c'est le neutre. C'est qu'au bout d'un moment, on se dit « Bon, j'ai bien vu les effets négatifs, j'ai bien vu les effets positifs. Finalement, voilà, finalement... Mais j'aime bien ce graphique parce que je pense qu'il met en évidence quelque chose d'intéressant. En fonction de l'âge aussi, c'est une autre approche que j'ai faite. C'est que
Donc en rouge le négatif, en vert le pas de changement, en bleu le positif. C'est que, vous voyez que plus vous êtes découvert tard, plus vous trouvez ça positif. C'est que les plus positifs sont les gens de plus de 40 ans, et les très négatifs sont les jeunes de moins de 18 ans. Et ça, on comprend, parce que le jeune de moins de 18 ans qu'on découvre HQI, après, derrière, il a ses parents qui vont lui mettre une pression folle pour dire, écoute, maintenant, on sait que tu es intelligent, donc tu as intérêt à ramener la mention très bien au bac, donc va bosser un peu, mon gaillard. Vous voyez, c'est un moyen de pression supplémentaire. Évidemment, chez l'adulte, c'est mais mon Dieu, je suis fou, quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Ah non, je suis pas fou, je suis juste intelligent, donc évidemment, c'est positif. Enfin, je caricature, mais je pense que c'est ça l'explication, c'est une hypothèse. Alors après, j'ai des chiffres sur l'âge auquel on marche, la parole, la propreté. Et là, les résultats sont rigolos, c'est qu'évidemment, encore une fois, c'est comme les enfants, hein, on ne fait pas dans la demi-mesure, c'est soit on est en avance, soit on est en retard. Mais on est rarement comme les autres. Globalement, hein, c'est que, par exemple, il y a 24% d'entre nous qui marchent avant 11 mois. Normalement, on marche vers l'âge de 1 an, enfin 11 à 15 mois. Et on a 7% qui marchent après 15 mois, c'est-à-dire plutôt tardif. Donc au total, on a quand même un tiers d'entre nous, même plus que ça, puisqu'il y a 30% qui répondent ne sait pas. On est toujours dans les extrêmes. Et vous retrouverez ça dans la propreté, vous retrouverez ça dans la parole. En gros, soit on marche, on parle, on est propre, soit très tôt, soit très tard, rarement au milieu. Pareil, à quel âge on fait les nuits? C'est pareil, on retrouve encore des choses étonnantes. Et un chiffre qui m'a semblé surprenant, c'est parce que ça ne correspond pas à ce que j'avais entendu. Dans la population HQI que j'ai eue, hein, n'oubliez pas que c'est un recrutement biaisé, il y avait quand même presque 10% de prématurés, alors qu'on a tendance à dire que les prématurés ne sont pas forcément plus intelligents, même plutôt le contraire. Ce n'est pas ce que j'ai observé, mais j'ai un recrutement biaisé, donc en tout cas, je serais prudent sur le sujet. Ça mérite d'être creusé. Je vais passer rapidement sur toutes les autres choses, mais globalement, ce que j'ai observé, c'est que tout ce qui était négatif avait un impact négatif sur le QI. Pas grand-chose, hein, 1 point, 2 points. Et tout ce qui est positif a un impact positif. Par exemple, sur le nombre de séparations de plus de 15 jours avec la mère. Eh bien, plus il y en a, plus les QI sont bas. Alors, ça pourrait amener l'hypothèse qui consisterait à dire, sur le QI, en tout cas, c'est bien une piste que j'ai envie de creuser. Sur le QI, on a un capital héréditaire qui est énorme, et autour de cette part énorme, on a des petites modulations qui vont jouer en fonction de nos expériences de vie, positives ou négatives. Ceux qui ont une belle vie, qui sont entourés, en gros, ceux qui sont aimés dans tous les sens du terme, ou au contraire mal aimés, ça va jouer sur quelques points en plus ou quelques points en moins. Mais individuellement, chaque critère n'est pas significatif. On va jouer sur 1 point ou 2. Mais le fait que ça aille toujours dans le même sens, pour moi, ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Alors ça mériterait d'être creusé. Je vais vous parler de la santé, des allergies par exemple. Là, avec nous, c'est bonheur. En gros, tous les trucs, c'est pour nous. C'est que, allergie alimentaire, on a 16% d'entre nous qui font des allergies alimentaires. Dans la population normale, c'est 1 à 2%, avec des sources documentées. Allergie cutanée, 31%, c'est 2 fois plus que la population normale. Allergie médicamenteuse, 20% d'entre nous. Et j'ai, dans l'étude que j'ai faite, toutes les allergies et tous les trucs, là, c'est bonheur, on gagne à tous les coups. Allergie respiratoire, 21%, alors que c'est 8% dans la population normale. Vous voyez, là, c'est vraiment net comme différence. Et il y a des cumulards, hein, il y en a qui cumulent 1, 2, 3, 4, 5 allergies. Mais en gros, vous voyez que non aucune allergie, que 44% de la population HQI. C'est-à-dire 60% d'entre nous a une allergie quelconque, ou 2, ou plus. Ça aussi, c'est un chiffre qui m'a amusé, c'est la latéralité.
On a 8% de gauchers, c'est normal par rapport à une population normale. Par contre, on a 30% d'entre nous avec une latéralité mal établie. C'est-à-dire que quelque part, il y a un truc là qui, on ne sait pas trop se positionner. Je mettrais ça en corrélation avec le fait que j'ai un échantillon, pas un échantillon, une population, un recrutement avec 70% de femmes. Et on sait que les femmes et la latéralité, ouais, c'est moins net que chez les hommes. Je ne sais pas pourquoi, me fais pas les gros yeux. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, des fois, ma femme, elle me dit « tourne à gauche !» Puis elle montre la droite. Et ben, je tourne à gauche. Puis elle me dit « mais non, je t'avais dit de tourner à gauche !» Voilà. C'est assez classique. J'ai pas de... Oh là, je vois des regards... Il n'y a même plus besoin de dire un mot. En tout cas, ce chiffre-là, il est atypique. 30%, c'est pas la norme. On a beaucoup moins dans la population normale. Sur les difficultés psychomotrices, je vais le virer parce que cette diapo-là, en gros, elle tend à montrer que plus on a un QI élevé, moins on a de difficultés psychomotrices. Mais encore une fois, c'est comme la moyenne, hein, un sein, une couille, je suis désolé, mais il y a beaucoup plus de subtilité là-dedans. C'est qu'on a des personnes qui ont et des QI très élevés et des difficultés psychomotrices importantes. Donc ce tableau-là est à prendre aussi avec précaution parce que ça mérite plus d'analyse. Donc là, c'est la synthèse, je vais passer. Mais on voit les différents types de troubles. Bien évidemment, ici, on a un pic, on a deux pics. Hein. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est, mais ici, là, le gros en rouge, c'est les troubles de l'attention. Ça ne me surprend pas plus que ça. Sur le sommeil, là aussi, on a tout gagné. Hein. On a 45% d'entre nous qui dorment mal, avec notamment des cauchemars, contre 5% dans la population normale. Mais n'oubliez pas que c'est une population qui va consulter. Ça peut expliquer aussi, ça peut accentuer un phénomène. Et sur les troubles du sommeil, grosso modo, c'est la même chose. On a beaucoup de troubles de sommeil. Je peux vous en parler, je n'ai pas dormi cette nuit. Sur l'anxiété, j'ai différencié 5 minutes. Ça marche ? Ok. Sur l'anxiété, c'est rigolo parce que j'ai différencié les moins de 20 ans et les plus de 20 ans. Pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Et sur les plus de 20 ans, on voit que plus ils sont intelligents, moins ils sont anxieux. Par contre, chez les plus de 20 ans, pardon, c'est l'inverse. Chez les moins de 20 ans, l'anxiété augmente avec l'intelligence. On a deux mouvements opposés. Je n'ai pas d'explication non plus. Pour l'instant, je suis juste sur le factuel. Je pense que l'anxiété peut être liée aussi à l'environnement, aux parents. C'est toujours la même idée, c'est de dire, voilà, t'es intelligent, donc vas-y, quoi. T'as moins d'excuses qu'un autre. Alors sur l'anxiété avant 20 ans, qu'est-ce qu'on a derrière ce terme anxiété ? Ben, on retrouve bien sûr beaucoup sur la performance scolaire, à 52%, c'est un des gros postes. Un autre gros poste, à 77%, encore plus gros, c'est la relation avec les pairs. Tiens, c'est marrant ça, à croire que... à croire qu'on pourrait contester l'autorité ou des choses comme ça, enfin... les situations nouvelles également. Voilà, on a des répartitions que je trouve très, très amusantes. Voilà, donc ça c'était la dernière diapo de présentation. Et ça clôture en fait toute cet après-midi. Je suis désolé, ça allait très vite finalement tout ça. Je vous ai un petit peu bourré le crâne. Mais j'ai essayé de vous présenter un maximum de trucs en me disant, après de toute façon vous aurez les diapos, on pourra en échanger sur des forums, sur Facebook ou devant un chocolat après. Et j'ai essayé de mettre quelques liens pour vous donner de la documentation qui vous permettra de retrouver... Enfin, certains tableaux sont complets et nécessitent que vous puissiez les lire tranquillement, quoi. Donc je vous les enverrai. On verra avec Émilie pour vous les envoyer. Sans doute sur le groupe Yahoo, puisque je crois que c'est là qu'on touche le plus de monde. Et on vous enverra tous les supports sur le groupe Yahoo. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, bah, je propose qu'on va... Ah non, j'ai réservé pour aller boire un coup tous ensemble. Hein. Merci beaucoup à tous. Merci à toi.